Merci. Donc, on va parler du projet Biopath qui aborde effectivement les questions environnementales par un tout petit biais. On vient d'en discuter encore là avec plusieurs personnes. C'est vrai que c'est un problème énorme. Donc, on a proposé, on est en train d'établir une méthodologie. Elle vaut ce qu'elle vaut et on va vous la présenter. Elle a été mise en place grâce à un partenariat entre la Haute École Charlemagne et la faculté agrobiotech de Gembloux, où existe un axe biodiversité et paysage, où enseigne Grégory Mailly notamment, et auquel est associé donc également, vous voyez les noms, nous sommes 4 chercheurs associés dans le cadre de ce projet financé par la Haute École. Il y a également, et ça c'était une volonté de ma part dès le début du projet, c'était d'associer des propriétaires gestionnaires de jardins historiques de manière à valider les axes du projet de recherche pour qu'ils rencontrent des problématiques rencontrées par les gestionnaires. Donc on ne voulait pas du tout faire un projet ex nihilo et de recherche qui reste abstrait, mais qui ait des applications pratiques dont on va parler. Alors, dès le lancement du projet en 2021, on a fait un appel à participation et on a obtenu à peu près 80 propriétaires gestionnaires qui ont marqué leur intérêt de participer au projet dans les 3 régions du pays, Flandre, Wallonie et région bruxelloise. Donc, vous voyez ici une petite répartition de ces différents parcs. Tous ont donc des parcs historiques privés ou publics. Au lancement du projet, on a également fait avec Grégory Mailly une enquête de perception de la biodiversité auprès des acteurs de terrain, parce qu'on se demandait quelle était l'image et quelle était la représentation qu'ils se faisaient de la biodiversité, ce qu'ils en avaient comme connaissance, ce qu'ils avaient déjà peut-être mis en place, pour un peu voir à quel type de public on s'adressait, indépendamment qu'on connaissait déjà une grande partie des jardins. Et donc le questionnaire que vous voyez là a servi donc à nous donner un certain nombre d'indications, et je vais souligner ici quelques-unes des réponses. Globalement, les résultats révèlent que le concept de biodiversité est globalement assez bien compris, en tout cas par les 80 acteurs de terrain, même si pour certains la définition même du concept, l'ensemble de ces enjeux et des stratégies qu'il faut mettre en place sont jugés souvent trop complexes pour un nombre significatif de propriétaires de parcs. Mettre en place des actions de biodiversité nécessite pour eux l'aide d'expertise extérieure, d'aide de spécialistes, etc. Ils ne se sentent souvent pas à même de prendre des initiatives eux-mêmes. La plupart estiment néanmoins qu'une approche qui combine patrimoine et biodiversité représente une opportunité pour les domaines historiques. Que, évidemment, ici, on va parler de biodiversité et de méthodologie, mais le point de départ, c'est quand même de valoriser les jardins historiques, de mon point de vue, et donc de les respecter. Il ne s'agit pas de faire des espaces naturels dans les jardins, bien entendu, vous l'avez compris. Donc, pour la plupart, c'est une opportunité d'associer des questions environnementales et des questions de protection du patrimoine, malgré une série de contraintes identifiées, qui est essentiellement financière et une question de moyens, mais aussi, et ça c'est intéressant, c'est la perte de contrôle sur l'espace. L'idée qu'introduire de la biodiversité amènerait forcément à une évolution de l'espace et du traitement des composantes même du jardin historique qui perdraient en quelque sorte leur identité. Alors dans le même temps, l'enquête révèle un réel enthousiasme et un réel intérêt pour la mise en œuvre d'actions favorables au renforcement de la biodiversité, et 63% des répondants disent avoir déjà engagé des mesures. J'ai repris ici quelques-unes des plus citées parce que j'imagine que c'est un peu petit à l'écran. La gestion de l'eau, la gestion des intrants, la question du fauchage qui prend de manière plus extensive pour limiter les tontes, l'abandon de bois morts au sol, la création de micro-habitats pour la faune, le maintien de la végétation sur les berges ou encore la plantation d'espèces végétales favorables aux pollinisateurs, donc par le biais de l'habitat intégré. Et donc pour aider les gestionnaires à envisager une gestion, puisque la problématique de la recherche Biopath, c'est de s'atteler à la question de la gestion, comment gérer ces jardins historiques pour intégrer davantage d'objectifs environnementaux.
On a conçu donc un questionnaire qualité qui est destiné à évaluer la plus ou moins grande richesse de biodiversité qui est déjà présente dans le parc, tenant compte de ces diverses composantes et des différents milieux et habitats dans lesquels ils s'inscrivent. Au départ de ce questionnaire, la méthodologie se déploie alors en deux volets, une analyse des habitats présents et une analyse et une cartographie des niveaux de gestion tels qu'on peut les observer sur le terrain. Et donc, dans le cadre de son travail de fin d'études en architecture du paysage, que j'ai eu la chance d'encadrer, Maureen a appliqué cette méthodologie à 5 parcs historiques situés en région wallonne et à Bruxelles. Et ces analyses ont permis déjà de cibler un certain nombre de forces et de faiblesses de la méthode, qui reste encore exploratoire, et qui sera étendue également dans les 2 années à venir, puisque le projet Biopath redémarre après une phase exploratoire et va reprendre pendant 2 ans, et on va tenter donc de développer cette méthodologie sur au minimum 10 cas d'études. Et donc Maureen va vous présenter elle-même les résultats de son travail sur au moins 2 exemples. Donc, la méthodologie proposée permet d'analyser le potentiel d'accueil des parcs et jardins historiques vis-à-vis de la biodiversité. Elle est fondée sur 2 démarches. D'abord, la classification des habitats et ensuite la classification des niveaux de gestion. Concernant la première approche, elle a pour but d'identifier les différents habitats présents sur site via une clé dichotomique des habitats issue de la classification des habitats EUNIS, qui est une classification européenne. Elle se présente sous forme d'un arbre décisionnel où chaque réponse apportée permet d'identifier précisément l'habitat en question sur le site. 62 habitats sont présents dans cette clé et 19 d'entre eux ont été développés dans la conception du projet Biopath. Ce sont ceux qui sont les plus rencontrés dans les parcs et jardins historiques. Sur ce schéma, on va retrouver des cases en bleu qui proposent les questions. Les cases orangées renvoient à un second arbre décisionnel, comme par exemple ici avec les eaux de surface. Les cases en vert, écriture noire, définissent un habitat identifié et les cases vertes, écriture blanche, indiquent un habitat, un des 19 habitats qui a été développé dans la conception du projet, comme par exemple ici avec les cours d'eau permanents, fontaines, bassins, piscines ou encore lacs, mares ou étangs permanents. À l'issue de cette chaîne d'identification, il est possible de cartographier l'ensemble des habitats sur une carte qui est accompagnée d'une légende colorée. On peut apporter des précisions concernant certains habitats, comme il a été fait ici pour les réservoirs construits, qui étaient subdivisés en 4 sous-points via une numérotation. Et cette précision sera utile pour la prochaine étape, qui est l'identification des niveaux de gestion, qui se fera via un questionnaire à choix multiples. Ce questionnaire est construit de façon à attribuer à chacun des 19 habitats une dizaine de questions, où chaque réponse correspond à une lettre qui est reprise ensuite dans un tableau. Chacune de ces lettres correspond à un niveau de gestion. Dans le cadre de ce projet, 4 niveaux de gestion ont été inclus. On a d'abord la gestion non adaptée qui ne prend en compte ni le développement de la biodiversité ni la préservation du patrimoine. Nous avons ensuite la gestion intensive qui n'est pas propice au développement de la biodiversité, mais qui se justifie par le maintien des aspects historiques à des fins économiques ou par une forte fréquentation du site. On a ensuite une gestion mixte qui est un compromis entre les composantes patrimoniales et environnementales. Et on a ensuite une gestion pro-biodiversité dans laquelle les préoccupations environnementales vont primer sur la gestion dite patrimoniale. À chacun de ces niveaux de gestion correspond un score allant de 0 à 3 donc une fois que le questionnaire est complété, on recense toutes les réponses. Ces réponses correspondent du coup à ce score et on peut ensuite réaliser une moyenne. Cette moyenne va nous permettre d'établir un niveau de gestion moyen qui correspond à l'habitat. Dans cet exemple ici, la moyenne équivaut à 1,5, ce qui indique que le niveau de gestion moyen correspond à une gestion intensive.
Lorsque ceci est réalisé pour l'ensemble des habitats pour le site, on peut à nouveau cartographier les résultats. Cette cartographie est accompagnée de nouveau d'une légende colorée dans laquelle est venu se greffer des tendances permettant d'apporter de la précision au niveau de l'interprétation et de la nuancée. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, ici c'est l'exemple de l'abbaye de Villers-la-Ville. Si on prend l'exemple des zones engazonnées qu'on retrouve ici, ces zones sont reprises du coup en gestion mixte. Et par la moyenne que l'on obtient, on se rend compte que cette moyenne est proche d'une gestion également intensive, ce qui indique que sur le terrain, il y a des pratiques de gestion qui peuvent être mises en place pour être davantage en accord avec l'apparition de la biodiversité et son développement. Par la complémentarité de ces deux cartographies, il est donc possible d'évaluer le potentiel d'accueil de la biodiversité au sein d'un domaine historique. Alors cet exercice, donc cette méthodologie a été appliquée déjà à une bonne dizaine de parcs, dont 5 qu'elle a étudié Maureen. Et ici, on va vous en présenter 2 qui sont 2 exemples assez contrastés du point de vue, en tout cas, de l'histoire des lieux et de leur image stylistique. D'une part, les jardins du château de Freyre, d'autre part, le parc du château de Loigné, tous les 2 dans le Namurois, donc la province de Namur en région wallonne, et dans la vallée de la Meuse. Alors, les jardins du château de Freyre constituent donc un ensemble de styles français parmi les plus remarquables, les mieux conservés et les plus représentatifs, en tout cas en Belgique, sans doute avec le château de Belleuil. À ce titre, ils ont été classés comme site très tôt, dans les années 40. Ils ont été classés comme monument en 1997 et ils figurent sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ils sont implantés donc dans la vallée de la Meuse et font face aux monumentales falaises calcaires éponymes qui sont également classées. Donc sur les images ici, la gravure et la vue aérienne, vous voyez la composition répartie de manière assez homogène en un jardin sud et en un jardin nord, de part et d'autre d'un grand château en quadrilatère. Voici quelques-unes donc des formes, des éléments composant le jardin, qu'elles soient des composantes bâties avec le pavillon dans l'image du milieu, le Frédériksthal qui est au sommet des jardins, mais également toute une série de composantes végétales qui présentent des formes jardinées particulières, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a actuellement un projet de revalorisation sur les jardins du château de Freyre, et on travaille avec Denis Miraillet et Marie-Pierre Gosset sur ce domaine. Alors, l'autre parc dont on va vous parler, le parc du château de Loigné, c'est un domaine rural qui constitue donc une propriété aujourd'hui intégrant à part pratiquement égale des prairies ouvertes et des boisements forestiers. Les dessins colorés que vous voyez ici montrent par contre des états antérieurs. Donc c'est une compilation a posteriori qui a été reconstituée de ces jardins et qui montre donc des tracés qui intégraient au XVIIIe et au XIXe siècle des éléments formels et décoratifs, notamment des bosquets, notamment des promenades et des charmilles à l'intérieur des boisements et en lisière des boisements. Alors, à l'exception d'un petit aménagement décoratif en haut au centre, les composantes jardinées ont en grande partie disparu ou se sont progressivement effacées au cœur des boisements. Et seules quelques allées, donc vous voyez notamment une très très longue allée de tilleuls en plusieurs sections, sont encore lisibles, ainsi que des étangs, dont le plus grand d'entre eux est aujourd'hui complètement asséché. Maintenant, je vais vous présenter les résultats avec la cartographie des habitats pour le domaine de Freyre. Donc, on constate que sur le domaine, il y a un certain nombre d'habitats qui sont implantés de manière structurée, voire parfois même symétrique, comme c'est le cas pour les charmilles, les bassins ou encore les tilleuls palissés. Ces habitats se déclinent pour la plupart en petites parcelles, à la manière d'une mosaïque spatiale.
Pour Wagné, on va retrouver une diversité plus importante des habitats. Le site est dominé par des zones forestières et des prairies pâturées et fauchées qui occupent de vastes superficies, contrairement au domaine de Frick. Concernant les niveaux de gestion, pour Freyr, l'ensemble des habitats se situe entre une gestion mixte et une gestion pro-biodiversité. C'est le domaine de la sélection qui est le mieux parvenu à combiner patrimoine et biodiversité, c'est-à-dire qu'il a conservé ses traits du jardin à la française, tout en intégrant dans la gestion de certains de ces habitats des pratiques qui sont favorables à l'accueil de la biodiversité, notamment via une gestion différenciée. Pour le domaine de Wagné, on va retrouver l'ensemble des niveaux de gestion. Un constat important a été fait dans ce parc, c'est-à-dire que certaines gestions qui ont été identifiées par la méthodologie ne correspondent pas à la réalité de terrain. C'est le cas notamment pour les cheminements secondaires accompagnés d'alignements d'arbres, pour lesquels sur le terrain on constate un manque d'entretien de ces alignements. Et donc, cela devrait traduire une gestion non adaptée. Or, sur la cartographie, on constate qu'elles sont en gestion mixte. Et donc, par cela, on peut donc en conclure que pour l'instant, le questionnaire ne prend pas en compte une non-gestion des habitats. Et donc, à l'avenir, il faudra penser à retravailler cette absence de gestion. Donc, l'application de cette méthodologie aux différents cas d'études a permis d'aboutir à des résultats qui sont probants, offrant de ce fait une vision générale des niveaux de gestion d'un site. Toutefois, donc on peut dire que l'outil fonctionne. Toutefois, il est important de souligner que le questionnaire, même s'il reste aisé à compléter, est relativement chronophage. Et il ne faut pas perdre l'objectif central du projet, qui est de rendre accessible cet outil aux propriétaires et aux gestionnaires des sites. Et donc, cela devrait se faire idéalement sans aide extérieure. Et donc, il faudra apporter des modifications pour que cela aille dans ce sens. Et c'est l'une des pistes de réflexion qui sera apportée au projet durant les années 2023-2025. Aujourd'hui, la méthodologie proposée identifie la meilleure gestion possible en faveur de l'accueil de la biodiversité. Toutefois, elle ne permet pas encore de comprendre les répercussions de cette gestion sur l'environnement. C'est un peu comme si on conseillait aux propriétaires et aux gestionnaires des parcs de mettre en place des pratiques de gestion sans leur expliquer pourquoi ni comment ces pratiques sont bénéfiques. Et donc, il a été décidé d'associer le projet Biopath à l'approche des services écosystémiques, qui se définissent comme des biens et des services réalisés par la biodiversité, les processus écologiques, les écosystèmes, avec le support de l'activité humaine pour améliorer le bien-être de l'humanité. Donc, de manière générale, ce sont les services qui sont produits gratuitement par la nature, comme la pollinisation, le maintien du cycle de l'eau, la disponibilité de ressources comme du bois de chauffage, l'alimentation, etc. Ces services, ils sont divisés en 3 catégories. On a les services de production, les services de régulation et les services culturels. Dans le cadre des parcs et jardins historiques, identifier les services rendus permettra de comprendre les bénéfices directs qui pourraient être créés en adaptant une gestion appropriée à chaque habitat identifié. L'intégration de cette approche est envisagée dans le travail de recherche via la matrice des capacités, qui est un outil qui permet d'évaluer la capacité des écosystèmes à fournir des services écosystémiques. Elle se présente sous forme d'un tableau avec en ordonnée les écosystèmes et en abscisse les services écosystémiques. Ce tableau est complété par des experts qui évaluent entre 0 et 5 la capacité des écosystèmes à fournir ces services. Dans le cadre de ce projet, ce modèle matriciel a été choisi puisque c'est un outil facile et flexible qui permet d'obtenir rapidement une cartographie des services qui sont produits. Dans le cadre du projet, cette association se traduit par un tableau dans lequel est repris la matrice des capacités des experts ici, auquel on a greffé les 4 niveaux de gestion de la méthodologie Biopath. À chacun de ces niveaux de gestion correspondent des pourcentages qui indiquent le gain ou la perte de service
par rapport aux données des experts. Ça permet de créer un nouvel outil qui permet aux propriétaires et aux gestionnaires de cibler le meilleur niveau de gestion à appliquer dans leurs habitats pour maximiser la production de ces services. Pour chacun des 19 habitats qui ont été développés dans la méthodologie, un tableau identique a été dressé. Maintenant, nous passons à la partie résultats pour les services écosystémiques, avec tout d'abord les services de production. La matrice des capacités a révélé que plus on tend vers une gestion non adaptée, plus ces services sont produits en grande quantité. L'objectif de ces services est d'être produits en grande quantité sans se préoccuper de la biodiversité, ce qui va à l'encontre de l'objectif des parcs et jardins historiques. Et donc, c'est très logiquement que les résultats ont indiqué que ces services étaient ceux qui étaient le moins produits dans les parcs étudiés. On peut retrouver des éléments qui font partie de ces types de services comme la production de légumes, de fruits, des animaux d'élevage, etc. Mais cela reste une quantité modeste et ils peuvent avoir d'autres finalités que la production comme l'agrément ou la collection. Concernant les services de régulation, la matrice indique que plus on tend vers une gestion pro-biodiversité, plus ces services sont produits en grande quantité, ce qui est logique puisque leur présence dépend d'un bon équilibre des écosystèmes. À Freyr, on constate que la présence de zones forestières et d'un certain nombre d'infrastructures hydrauliques a une influence positive sur notamment le maintien du cycle de l'eau qui est un service de régulation et la diversité végétale a également une répercussion sur la pollinisation. À Wanié, l'habitat qui produit le plus ce type de service est les zones forestières qui jouent également un rôle important dans le maintien du cycle de l'eau. En ce qui concerne les services culturels, la matrice indique que plus on tend vers une gestion pro-biodiversité, plus ces services sont produits. Or, on devrait observer que plus on tend vers une gestion mixte, plus ces services sont produits, puisque cette gestion prend en compte à la fois l'aspect patrimonial et environnemental des sites. Par notre approche et les résultats obtenus, on a constaté que la matrice des capacités n'était pas l'outil le plus adapté pour évaluer ce type de service et qu'il aurait été préférable et plus intéressant d'utiliser un outil comme des enquêtes de terrain, comme cela a pu être réalisé dans d'autres travaux. Si on veut apporter un aspect plus critique au projet, on pourrait souligner d'abord un premier point qui est le fait que nous n'avons pas pris l'ensemble des services écosystémiques wallons, c'est-à-dire que sur les 61 services qui existent et qui sont répertoriés en Wallonie, seuls 33 ont été pris en compte dans la matrice des experts et seuls 18 d'entre eux ont été pris en compte dans le projet Biopat. Il faut aussi souligner le fait que les résultats indiquent que les propriétaires et les gestionnaires ont la volonté de mettre en place des pratiques de gestion qui sont plus favorables à l'accueil de la biodiversité. Toutefois, certaines pratiques mises en place sont peu adaptées et cela vient renforcer de ce fait le projet. Concernant la méthodologie, il faut souligner le fait que la matrice, c'est d'abord une évaluation globale des services. Elle n'est pas précise, seulement indicatrice. Et dans tous les cas, les modalités d'intégration de l'approche des services dans le projet Biopat restent encore à préciser dans les années à venir. Les premiers résultats sont donc issus d'un nombre réduit de cas d'études. Ils démontrent toutefois déjà l'intérêt d'intégrer à l'avenir l'approche des services écosystémiques en vue de l'établissement de plans de gestion intégrés. Une prochaine phase du projet pourrait d'ailleurs être consacrée à étayer cet aspect en vue d'élaborer des stratégies de gestion qui soient réellement favorables à la valorisation et au renforcement et à la diversification des services rendus par la nature dans les parcs historiques, notamment grâce à la présence d'un important patrimoine arboré capable de piéger le carbone, des espaces peu ou pas imperméabilisés contribuant au maintien des fonctions vitales des sols, ainsi qu'une importante biomasse à la fois vivante et morte qui contribue à la réduction de la concentration en CO2. Ces éléments sont des parcs historiques des laboratoires à ciel ouvert, mais ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer. Et les parcs historiques sont, on le sait aussi, des théâtres d'innovation
et de cohabitation entre l'homme et la nature. Donc par-delà les quantifications et les chiffres qu'on obtient à travers cette méthode Biopath, il s'agit là d'une formulation qui me semble nécessaire peut-être pour convaincre les gestionnaires, les acteurs de terrain et les décideurs éventuels. Mais au-delà de ça, le projet vise surtout à encourager les gestionnaires privés et publics à faire évoluer les pratiques de gestion et à travers elle à rendre les parcs plus résilients face aux problèmes et aux questions environnementales et climatiques, tout en respectant leur haute valeur patrimoniale. Cette évolution souhaitable des pratiques, qui est déjà en marche, ne pourra toutefois s'opérer qu'à travers un changement de paradigme qui amènerait à accepter une évolution probable des codes esthétiques associés aux formes traditionnelles de l'art des jardins. Le projet Biopath espère contribuer modestement à cette révolution culturelle et environnementale, tout en préservant un important capital de patrimoine historique. Si vous souhaitez connaître nos actions, donc on a un site internet sur lequel on met quand même énormément de choses, notamment des rapports de journées d'études et également l'annonce des futures actions qui intègrent, on n'en a pas parlé ici, mais toute une série d'actions pédagogiques avec les étudiants dont sont issus notamment des travaux de recherche ponctuellement. Merci Maureen, merci Nathalie. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Oui. Merci pour cette présentation. J'aurais aimé savoir si vous avez intégré dans vos matrices le coût des différents modes de gestion, qui peut être aussi un aspect incitatif pour les propriétaires et les gestionnaires. À ce stade, on est toujours dans la méthodologie, donc l'objectif c'est après effectivement les appliquer et peut-être de chiffrer ça. Mais là, on n'est pas du tout encore dans cette phase-là. C'est vrai que c'est un aspect important et l'objectif serait aussi d'avoir des soutiens parce que je ne désespère pas qu'en s'attaquant aux questions environnementales, on puisse, et c'est un peu l'idée aussi du projet qui peut paraître un peu méthodologique et un peu prenant peut-être pas assez en compte à votre avis les problèmes, les éléments patrimoniaux, mais l'objectif c'est aussi d'aboutir à une valorisation des parcs historiques sous un autre angle que seulement culturel. Parce que je pense que trop longtemps, on a considéré ça comme uniquement des ressources culturelles et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elles contribuent aussi très largement aux qualités environnementales, aux liaisons écologiques, à différentes échelles du territoire. Donc, on travaille aussi sur ces questions-là avec les étudiants pour démontrer que les parcs historiques ont vraiment un rôle à jouer, et pas seulement les parcs, mais les domaines, parce que ces parcs font souvent partie d'un domaine avec des aspects aussi de développement agricole, de développement de culture et toute une série de composantes qui ne sont pas purement culturelles ou historiques, mais qui ont aussi des composantes fonctionnelles et qui contribuent largement aussi aux services rendus à la société en fait, et qui, je pense, ont été longtemps sous-estimés. Alors si ça peut aussi être une fenêtre ouverte sur cette mise en valeur, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour les parcs historiques, mais ça implique peut-être une autre manière d'envisager et d'apprécier l'esthétique des jardins historiques. Et je pense que la raison pour laquelle on a abordé la gestion, c'est parce que c'est probablement la manière la plus facile pour intégrer des aspects environnementaux sans trop modifier non plus les jardins. Et donc, de l'introduire progressivement dans une évolution des pratiques et pas une révolution. Et Nathalie, justement, est-ce que vous vous êtes posé la question au moment de la fabrication des cartes, d'aller un petit peu au-delà des parcelles en tant que telles, parce que là c'est vraiment les parcelles des propriétaires, je suppose, à chaque fois, pour pouvoir intégrer aussi tout ce qu'il y a autour, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Je pense notamment aux forêts à frémir, aux fleuves qui passent juste à côté, et comment ça aussi pourrait peut-être un tout petit peu modifier votre système de tableau là, qui vous permet d'évaluer l'ensemble des services rendus par la biodiversité. Oui, non, c'est une approche territoriale qui doit... L'analyse doit s'intégrer dans une approche territoriale plus large et qui est aussi un des développements futurs.
clair. Ouais. Si on veut parler de liaison écologique, je pense que nécessairement. Je crois que Christopher avait une question. Et moi, je peux te présenter. Oui, alors moi je travaille sur le plan de gestion de Versailles et de Paris. Et je prends beaucoup en compte justement ces questions de gestion environnementale dans le maintien des formes historiques du jardin. Et moi je me posais la question dans la classification UNIS, si vous tenez compte de ce qui relie la caractérisation des habitats et du mode de gestion par la présence des espèces spécifiques de ces habitats, qui sont souvent aussi caractéristiques et qui peuvent donner une indication sur la nature physique ou chimique du sol, parce que je ne sais pas comment le questionnaire est construit, ni comment les gestionnaires l'intègrent, mais quand on parle souvent, c'est absolument essentiel de parler des habitats et de leur catégorisation, et je pense que c'est la base, mais si on rentre dans des cas très spécifiques sur la flore, sur des choses un peu banales, entre guillemets, mais qui parlent aux gestionnaires davantage que cette codification UNIS qui est quand même assez spécifique et vraiment des sujets d'écologue. On rentre dans le cœur du sujet de la sensibilisation. Donc, si on parle d'espèces et si on leur indique que l'habitat est caractérisé comme tel aussi parce qu'on a une constellation d'espèces types, ça peut les inciter aussi à faire davantage attention à la manière dont ils vont entretenir cet espace-là. Donc, créer cette interaction en fait entre le terrain et leur action directe dessus en mettant en exergue tout ce qu'on peut y trouver. Donc, ça me faisait me poser la question de est-ce qu'il y a dans ce cadre-là, des diagnostics précis sur les espèces qui sont présentes. Donc ça s'arrête vraiment à l'échelle globale de la caractérisation des habitats et ensuite la manière dont les jardiniers entretiennent globalement le site. Au sein de la clé dichotomique, il y a des espèces végétales qui ont été intégrées dans les questions, mais pas d'espèces animales. D'accord. Et donc l'espèce végétale spontanée. Mais est-ce que ça tient compte aussi d'un balayage des espèces horticoles qui sont plantées, qui sont entretenues par les jardiniers, qui peuvent aussi avoir des bénéfices sur la classification d'un habitat, sur les interactions avec le flore? Non, dans la clé existante, il n'y a pas. D'accord. Et alors, dans les 2 années qui viennent, on a intégré donc une des 4 personnes, là, David Camart. Lui, on va intégrer une analyse de la qualité biologique des eaux et un comptage des espèces. Donc, on va commencer en fait par les zones humides, mais on pourrait effectivement, ça pourrait être un développement futur, c'est d'identifier aussi des indicateurs végétaux qui se retrouvent dans les différents habitats précisés, parce qu'on s'est bien rendu compte que cette clé UNIS, elle n'est pas suffisante pour nous. Et on pourrait parler, par exemple, de la question des haies, de la difficulté en fait, de faire correspondre les classifications européennes et même wallonnes, puisque Wallis, c'est une classification issue de Nice pour la Wallonie, avec la réalité des parcs historiques. Donc là, je pense que vous avez parfaitement raison. Il faut aussi, pour qu'ils s'approprient l'outil, peut-être le faire par ce biais-là. Alors, je parle en connaissance de cause parce que même avec cette clé de lecture-là, c'est pas toujours évident, même avec ces outils-là en plus, de les faire participer, j'entends les jardiniers sur le terrain. Ça en sensibilise certains, mais pour l'expérimenter au quotidien, la majeure partie n'est pas partie prenante de ce sujet. Maintenant, si vous avez connaissance ou s'il y a des personnes ici qui gèrent des jardins historiques et qui veulent tester, on est intéressé aussi d'avoir des retours critiques pour faire progresser les choses et d'autres terrains en fait, d'analyse. On a tout le temps autour du cocktail pour aller voir. D'autres questions? On enchaîne. Merci beaucoup, Aurélien et Nathalie. Merci.